Notre expertise en blockchain et Web 3.0 au service de vos projets. C'est la raison d'être de CRS Advisory, cabinet de conseil spécialiste en blockchain et Web 3.0. Bonjour et bienvenue dans les talks du Web 3.0, le podcast by CRS Advisory, dédié au sujet les bases des technologies blockchain. Et pour cela, nous recevons Hassan El-Bakali, CEO de CRS Advisory. Donc bonjour Hassan, pour nous remettre dans le contexte, peux-tu nous donner quelques définitions des technologies de la blockchain ? Bonjour Lancelot. Alors, une blockchain est une architecture évolutive basée sur un registre de données distribuées. Ces données sont donc des transactions, des contrats, des œuvres d'art, toutes données qu'on peut numériquement déclarer. Ce registre étant distribué sur l'ensemble des nœuds qui constituent le réseau blockchain, il en résulte une protection accrue contre la falsification et la fraude. Pour alimenter ce registre de données en nouvelles données, une blockchain s'appuiera sur ce qu'on appelle un mécanisme de consensus ou de validation décentralisée. Les nœuds constituant ce réseau sont ceux qui vont participer à cette étape de validation basée sur des principes cryptographiques tels qu'on le retrouve dans d'autres applications comme la sécurité informatique ou encore celle de nos cartes de paiement à puce. Il n'y a donc pas de tiers de confiance, tels une banque, un assureur, un notaire, mais bien un ensemble d'acteurs qui représentent ces nœuds qui vont participer à la sécurisation du réseau blockchain. D'où cette protection très forte contre la corruption ou la manipulation. Depuis 2014, la blockchain Ethereum a introduit un nouveau concept novateur qu'on appelle le contrat intelligent ou smart contract en anglais. Ce contrat est programmable, il est lui aussi hébergé sur une blockchain et il est autonome une fois qu'il est déployé. Ces smart contracts sont vraiment fondamentaux et ils sont à la base du développement des usages que l'on voit ces dernières années dans l'ensemble des industries, qu'elles soient services financiers, banques, assurances, industrie, art ou culture. On peut donc intégrer des logiques métiers directement dans une blockchain et s'assurer que ce code pilote le processus en toute autonomie. Une blockchain publique, par définition, est ouverte à tous. Tout le monde peut interagir avec cette blockchain avec un minimum d'efforts et contribuer à la sécurisation de ce réseau en déployant un nouveau nœud sur cette blockchain. On contribuera donc à la validation des transactions dans le registre. Les données transitant sur ces blockchains publiques sont par design disponibles en transparence avec une logique de pseudonymat des acteurs qui en sont à l'origine ou à la réception. Par opposition à la blockchain privée, elle sera soumise à accès, les données ne seront pas disponibles, d'où la notion de blockchain privative. Dernière définition importante, celle de l'oracle. C'est un élément très important car il fait le lien entre les données on-chain, qui sont donc les données sur une blockchain, et les données off-chain qui sont par définition stockées en dehors. Ces oracles sont très utiles pour alimenter des processus codés sur des contrats intelligents. On pourra par exemple programmer un smart contract pour émettre un paiement si des conditions extérieures sont remplies, par exemple des conditions météorologiques ou un planning de vol pour un avion. Qu'est-ce que le contrat de confiance producteur-consommateur ? Alors, pour répondre à cette question, il faut revenir à la genèse de la blockchain moderne et au livre blanc du Bitcoin qui a été publié en octobre 2008 et qui décrit le projet initial de Satoshi Nakamoto. Ce dernier décrit la mise en place d'un système financier parallèle et indépendant des tiers de confiance traditionnels, par exemple les banquiers, envers lesquels une crise de confiance sans précédent avait été déclenchée lors de la crise des subprimes en 2008. Une blockchain est en effet un réseau qui permet de transacter de pair à pair sans passer par un tiers tout en assurant une transparence complète mais pseudonyme des échanges. Cette technologie, sécurisée par des outils cryptographiques éprouvés, allait donc poser les bases d'un nouveau système d'échange de valeurs en circuit court mettant en contact direct les producteurs et les consommateurs. C'est d'ailleurs ce qui se cache derrière ce qu'on appelle communément le Web 3, cet Internet qui se développe depuis plusieurs années et qui redonne la main aux créateurs, tant en leur permettant de garder la maîtrise de leurs données, de leurs propriétés intellectuelles et de leurs œuvres, qu'en leur permettant de mettre à disposition leur contenu directement auprès des consommateurs. Un chanteur, par exemple, va pouvoir distribuer directement son œuvre musicale sur une blockchain publique sans passer par un tiers de confiance, par exemple un distributeur, qui va de manière
assez importante soutirer des commissions à ce chanteur. Et cet artiste va pouvoir décider du coût d'accès à son œuvre directement en déployant un smart contract sur cette même plateforme. Les royalties seront donc codées de cette manière-là et assureront la fiabilité du paiement vis-à-vis de cet artiste. On a donc créé un circuit court entre le producteur et le consommateur, se passant d'un tiers de confiance traditionnel. Qu'en est-il du développement dans le domaine de la finance et de l'assurance décentralisée ? Alors, la blockchain et ses technologies ont en effet permis un développement important de nouveaux produits et services pour l'ensemble des industries de l'économie réelle. L'un des principaux usages est celui lié aux services financiers et assurances. La finance décentralisée, qu'on appelle plus communément DeFi pour Decentralized Finance, est l'un des principaux usages pour le consommateur qui cherche à tirer profit d'une finance peu régulée, même si cela va très prochainement changer suite à la signature du règlement européen MiCA. Ces produits financiers décentralisés ne sont donc pas proposés par des banques, mais par des acteurs privés comme les exchanges. On retrouve des services financiers d'épargne à haut rendement, donc à haut risque, mais aussi des services de prêt et de crédit, là aussi le plus souvent très bien rémunérés. Pour finir cette description succincte, il faut ne pas oublier la tokenisation d'actifs, qui est aussi d'une certaine manière un produit financier développé grâce à la blockchain et qui permet d'augmenter la liquidité d'actifs qui ne le sont généralement pas ou très peu, comme par exemple l'immobilier. Pour revenir aux produits assurantiels, ces derniers ne sont pas en reste. S'agissant de tirer de profit de la blockchain, on retrouve principalement trois catégories. On va retrouver des produits d'assurance qui tirent profit des technologies en opérant sur une blockchain et qui sont émis par des assureurs traditionnels. Deuxième typologie, on parle de nouveaux produits d'assurance spécialement conçus pour les besoins de protection liés aux nouveaux produits et services liés à l'industrie du Web3, par exemple pour protéger ces transactions crypto. Et enfin, des produits d'assurance qui sont designés et pilotés sur des réseaux décentralisés par de nouveaux acteurs. On va parler d'assurance décentralisée pour cette dernière typologie. Nous aurons l'occasion d'approfondir ces sujets dans les différents podcasts. Et pour finir, Hassan, ma dernière question, quelles sont les limites et les pièges à éviter dans la blockchain ? Tout d'abord, il est important de rappeler que la blockchain n'est pas qu'une solution magique pouvant résoudre n'importe quel problème. Comme pour tout sujet, il convient de bien comprendre les principes de base, mais aussi son fonctionnement, ses contraintes, ses forces et ses faiblesses. Avant de se résoudre à déployer une blockchain, quelle qu'elle soit, il convient d'avoir une vision claire du problème que l'on souhaite résoudre et d'analyser l'ensemble des solutions disponibles pour y répondre. Si et seulement si la blockchain se démarque comme étant la meilleure option, alors on pourra dérouler une analyse rigoureuse de la solution blockchain à implémenter. Est-ce qu'elle sera publique ou privée? Est-ce qu'on devra surtout privilégier la performance ou la sécurité? Quel sera le niveau de décentralisation attendu? Est-ce qu'on aura à y exposer des données sensibles? Et enfin, est-ce que la réglementation pourrait impacter mon projet et la solution mise en œuvre? Merci beaucoup Hassan d'être venu sur ce podcast. Merci beaucoup à toi Lancelot de m'avoir accueilli et puis ravi d'avoir pu partager et échanger avec toi sur cette thématique d'actualité. Avec grand plaisir. Merci également à vous de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Ceres Advisory, ses solutions d'accompagnement, rendez-vous sur ceresadvisory.io. Merci et à très vite pour un prochain podcast.